Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Alors aujourd'hui c'est un petit peu exceptionnel, c'est en présentiel. Mon invité est devant moi et il s'appelle Frédéric Lenoir. Frédéric, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Philippe, avec plaisir. Alors on est en Corse, Ouais. on est dans un décor merveilleux et on a décidé de faire notre échange sur le désir. Alors le désir, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris quand j'ai lu votre livre, euh, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont réfléchi sur ce désir depuis l'Antiquité. On y réfléchit. Euh, et vous, pourquoi, qu'est-ce qui vous a animé, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un livre sur le désir? Parce que c'est quelque chose de naturel. Parce que le désir, vous avez raison, c'est quelque chose de naturel, mais on n'y réfléchit pas beaucoup. Peu de gens autour de moi ont réfléchi sur leur désir ou sur le désir en général, même si, comme vous le rappelez, c'est un sujet de philo, je dirais, aussi vieux que l'existence de la philosophie. C'est un sujet qu'on aborde très rarement et aujourd'hui particulièrement, alors que c'est le moteur de nos existences. Nous sommes mus tous les jours par des désirs. Si on se lève le matin, c'est parce qu'on a des désirs. Et une vie sans désir ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Ah, Et en même temps, c'est quoi le désir? Eh ben, si vous réfléchissez à cette question, vous apercevez que c'est très complexe le désir. ah bah Ça j'ai touche vu. à beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai convoqué à la fois la philosophie, les neurosciences, la psychanalyse, l'anthropologie, la sociologie. C'est un sujet qui est au carrefour d'un tas de réflexions. Et parce que c'est, comme le dit Spinoza, l'essence de l'être humain. Hmm. Nous sommes des êtres de désir. C'est ce qui nous différencie peut-être le plus des autres animaux. Alors, on a souvent on différencie ou alors on compare le désir et le besoin. Mais est-ce que désirer ne serait pas un besoin aussi essentiel que manger, dormir? C'est ce qui fait aussi avancer l'être humain. Bien sûr, mais en même temps, il faut distinguer le besoin du désir. Et c'est justement ce qui distingue l'être humain des autres animaux, c'est que un besoin, quelque chose de naturel, on a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin de se reproduire, et c'est quelque chose de tout à fait naturel. Un désir peut être un besoin, mais beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le besoin de manger, vous allez manger n'importe quoi parce que c'est un besoin. Vous n'allez pas réfléchir à ça, j'aime pas, etc. Mhm. Et puis vous pouvez désirer manger une bonne, un bon du veau aux olives. Vous pouvez désirer manger un bon plateau de fruits de mer. Vous pouvez désirer manger des oursins. Et puis vous imaginez le cadre. Et donc dans le désir, il y a des affects, il y a de l'imagination, il y a de la conscience, il y a du sentiment. C'est pas simplement un besoin corporel. Et puis il y a des désirs par ailleurs qui ne sont pas des besoins. Par exemple, connaître le monde n'est pas un besoin. Vous pouvez très bien vivre sans connaître les lois de l'univers, mais ça peut être un désir qui vous anime. Un astrophysicien, il a le désir profond de comprendre les lois de l'astrophysique. Un mathématicien, il a le désir de comprendre les lois qui régissent les lois des mathématiques, les lois des nombres, etc. Un historien, il a le désir de comprendre l'histoire de notre civilisation ou celle des autres. C'est pas un besoin. Donc, vous avez des désirs qui correspondent à des besoins, mais qui sont beaucoup plus conscients et élaborés que les besoins, et des désirs qui ne sont pas du tout des besoins. Est-ce que la société actuelle se sert aussi de ce côté moins vital du désir pour pouvoir peut-être créer des désirs, pour pouvoir créer de la frustration? Comment on peut réagir justement à toute cette avalanche de publicité, cette avalanche de personnes qu'on envie, etc., etc. Est-ce que ça a toujours existé, ça aussi? Mais je cite dans mon livre un texte d'économistes américains qui, dans les années 1930, écrivent au président Hoover qu'ils ont compris le fonctionnement de la psychologie humaine et que l'être humain est un perpétuel insatisfait Hum, et qu'il faut donc créer une insatisfaction organisée, c'est ah, les mots, voilà. une insatisfaction organisée dans le but de vendre toujours plus de produits. Hum, Et ils nous disent la clé de la prospérité économique, c'est la psychologie humaine. Parce qu'un être humain, une fois qu'il a quelque chose, il veut toujours autre chose. Et donc la publicité est là pour lui vanter les mérites d'un nouveau produit et lui faire croire qu'il en a besoin. Alors qu'il n'en a absolument pas besoin parce qu'on peut très bien vivre sans la plupart des choses que nous utilisons au quotidien, qui n'existaient pas avant et on a très bien vécu avant. Et donc au fond, il s'agit sans arrêt de créer de nouveaux besoins pour produire, pour vendre. Et qu'est-ce qu'on utilise? On utilise notamment la comparaison.
votre voisin possède, alors la Mhm. publicité dans les années 30, c'était ça, hein. Ouais. Votre voisin possède une Ford 6 cylindres et vous, qu'attendez-vous pour avoir une voiture aussi puissante? Madame, votre frigidaire fait 200 litres, votre voisine a un frigidaire 600 litres, qu'attendez-vous pour que votre mari vous achète un... C'était comme ça, hein, la Bon, c'est publicité. moins clair, mais c'est un C'est petit moins peu clair, comme mais ça ça reste un maintenant. peu comme Ouais, ouais. ça. On joue sur la comparaison sociale. Et en fait, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est le fonctionnement de notre cerveau primaire. Et c'est pour ça que je consacre un chapitre entier aux questions des neurosciences, parce qu'elles nous donnent l'explication du fonctionnement de notre cerveau, le striatum, vous savez qu'on a plusieurs cerveaux, et le striatum, c'est notre cerveau primaire, le cerveau archaïque, celui qui existe depuis toujours, que possédaient déjà nos ancêtres du temps de la préhistoire, avant que le cortex ne se développe. Et le striatum, il impulse des désirs primaires qui sont assez simples. Désir de manger, désir de se reproduire, donc d'avoir une activité sexuelle, désir d'information, parce qu'on a besoin de s'informer pour survivre, et désir d'avoir un statut social, c'est-à-dire d'avoir un rôle dans la société. Et la publicité joue sur le désir de statut social. C'est-à-dire, si vous voulez être reconnu par les autres, il faut avoir une belle montre, il faut avoir une grosse voiture, il faut avoir telle chose, et d'ailleurs, on le voit très bien. Quand quelqu'un comme Jacques Ségala nous dit il y a quelques années, La ce Rolex. lapsus, qui n'en est pas un d'ailleurs, si à 50 ans on n'a pas une Rolex et qu'on a raté sa vie, il dit quelque chose qui a choqué tout le monde, mais qui est une vérité sociologique. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, avoir une Rolex, c'est un signe de réussite sociale. Et donc, il y a des objets qui symbolisent la réussite sociale. Et c'est pour ça que les gens sont prêts à dépenser des fortunes pour acheter une montre qui ne marchera pas mieux qu'une autre montre qui coûtera 20 fois moins cher. Mais simplement, c'est un symbole de réussite sociale. Et donc, tout le consumérisme est fondé sur ça aussi, pas sur des besoins. On achète un tas de choses dont nous n'avons pas besoin, mais qui correspondent quand même à des désirs de reconnaissance sociale. Est-ce qu'on est plus heureux une Je fois ne crois qu'on pas du a. tout. On a de la satisfaction immédiate, hein, on a du plaisir, et c'est d'ailleurs tout le mécanisme du striatum. C'est que ce que nous montrent les neuroscientifiques, c'est que chaque fois qu'on obtient de la nourriture, du sexe, de l'information et de la reconnaissance sociale, on a du plaisir. Pourquoi on a du plaisir? C'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. C'est parce qu'à ce moment-là, on a un shoot de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui nous est envoyé, qui apporte du bien-être, du plaisir. C'est l'hormone du plaisir. C'est la substance chimique qui apporte du plaisir. Et donc, à partir de ce moment-là, on recherche toujours plus de plaisir. Parce qu'on a eu du plaisir en ayant un objet, on veut encore retrouver du plaisir, donc on va racheter un autre objet. Et puis on s'en lasse et on va racheter encore un autre objet. Et donc c'est comme ça où on voudra toujours plus de reconnaissance sociale, puisque nous sommes jamais satisfaits. Au fond, il n'y a pas de stop. À aucun moment notre cerveau nous dit je suis satisfait. Non, il veut toujours plus. Et après, nous devenons addicts à la dopamine. C'est-à-dire que ce qui crée le mécanisme du toujours plus, c'est l'addiction à la dopamine. C'est-à-dire qu'on veut à nouveau un shoot de dopamine. C'est exactement comme les jeunes avec les réseaux sociaux. En fait, ils regardent leur réseau et chaque fois qu'il y a une notification, un like, un commentaire, ils ont un petit shoot de dopamine. Et c'est pour ça qu'ils passent leur temps à regarder leur téléphone. Ils y passent 5 heures par jour en moyenne aujourd'hui, les adolescents. C'est parce que ça leur apporte à chaque fois un petit shoot de plaisir. Et ils voient qu'on pense à eux, qu'on s'intéresse à eux, qu'on a regardé ce qu'ils ont fait, etc. Et ben, on est tous pareils. Et donc, chaque fois qu'on a un peu plus de reconnaissance sociale, un peu plus d'informations, etc., on a du plaisir et on va le rechercher en permanence et on n'est jamais satisfait. Mais est-ce qu'on serait qu'une machine biologique, à chaque fois à recherche de dopamine? Est-ce que il y a la psychologie, peut-être, je sais pas, peut-être la spiritualité, elle est où Ah, là-dedans? bien sûr. Alors, c'est tout l'objet du livre, hein. C'est de dire comment on peut résister à ça. C'est-à-dire face à ce qui est la machine biologique, hein, qui est là, qui fonctionne, comment mettre des limites, comment dire stop. Et ça, c'est la conscience. Et là, on entre dans la philosophie, parce que c'est pas le cerveau qui va dire stop. Et comme l'explique très bien Sébastien Boller, qui est un neuroscientifique, qui a écrit un livre qui s'appelle Le bug humain, sur lequel je m'appuie pas mal dans ses réflexions, au fond, le cortex, c'est-à-dire notre intelligence supérieure, hein, plus analytique, ne nous a pas aidés à dire stop. Au contraire, il nous a aidés à créer toujours plus de moyens au service de notre striatum, c'est-à-dire des objets infinis par la technologie qui nous permettent de nourrir toujours plus ce besoin de reconnaissance, de possession, etc. Et tout. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de dire stop? La conscience, c'est-à-dire l'esprit, qui va nous dire à un moment donné, je ne suis pas heureux, et là on en revient à la philosophie grecque, hein. Qu'est-ce que nous dit Épicure? C'est que le bonheur, c'est la sobriété heureuse, c'est-à-dire C'est surprenant d'ailleurs. apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Et puis, j'étais très surpris en sachant que Épicure, alors je ne sais plus exactement, je pense qu'il
il prône une certaine alors je sais- Modération. une modération, exactement, du désir. Pour moi, Épicure, c'était quelqu'un qui prenait le désir à tout jouissance à prix, tout la craint. jouissance, Ouais. exactement. J'étais très surpris. Alors, pourquoi vous avez cette idée-là? Parce que c'est vrai qu'Épicure, face à d'autres philosophes qui réfléchissaient sur le bonheur et qui considéraient que la recherche du plaisir pouvait être un obstacle au bonheur. Puisque on cherche toujours du plaisir, on n'est pas heureux. Et Épicure nous dit non, il ne faut pas opposer le plaisir et le bonheur. Il n'y a pas de bonheur sans plaisir. Simplement, il faut savoir modérer ses désirs, parce que sinon, on sera toujours insatisfait. Et que donc, on aura du plaisir, mais après, on en cherchera un autre. Donc, il dit, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Il faut se contenter des choses qui sont bonnes, qui sont de qualité. Et donc, toute l'éthique d'Épicure, c'est de préférer la qualité à la quantité. Il nous dit qu'il vaut mieux qu'on est plus heureux, c'est ces termes, avec quelques amis, et de cultiver la qualité de cette amitié, plutôt que d'avoir un nombre incroyable d'amis qu'on ne voit jamais. Qu'est-ce qu'il dirait à l'époque de Facebook et Ah des là là. réseaux sociaux? Il nous dit qu'on est plus heureux lorsqu'on mange quelques mets de qualité, simples, Mhm. que quantité de mets qui ne sont pas de qualité, qui ne sont pas très bons et qui vont nous mettre en mauvaise santé. On est plus heureux avec une bonne bouteille de vin de très grande qualité qu'avec de la piquette en grande quantité. Bon, ce sont des vérités très simples, mais en même temps, c'est l'éthique épicurienne. C'est-à-dire rechercher la qualité, rechercher le bonheur dans les choses simples, dans les choses naturelles, et n'allez pas chercher des choses superflues. C'est pas ça qui vous rendra heureux et ça vous compliquera la vie. Et donc finalement, c'est une éthique du plaisir, mais d'un plaisir modéré, d'un plaisir limité, d'un plaisir qui sait se satisfaire des bonnes choses qui sont finalement accessibles quasiment à tout le monde. Et est-ce qu'il y a des courants religieux ou philosophiques qui prôneraient carrément l'éradication du désir? Oui. Alors les stoïciens, face à Épicure, qui lui, au contraire, nous dit le désir, il faut savoir le limiter, mais il est essentiel. Les stoïciens nous disent attention, le désir est tellement dangereux parce qu'il nous rend malheureux, parce qu'on n'est jamais content, on n'est jamais satisfait. Il faut supprimer le désir et par la raison le convertir en volonté. Autrement dit, il ne faut désirer que des choses raisonnables. Alors ça ne fait pas rêver, c'est sûr que le stoïcisme, c'est vraiment une philosophie de la volonté. En même temps, je crois qu'il est essentiel de ne pas supprimer le désir. Il est essentiel de ne pas chercher à éradiquer le désir parce que le désir peut nous rendre de perpétuels insatisfaits et donc malheureux. Je crois que le désir, c'est la force vitale, c'est la puissance qui nous anime. C'est ce qui fait encore une fois qu'on a envie de se lever le matin. Donc surtout, ne touchons pas au désir, mais apprenons par la raison, effectivement, et là je rejoins les stoïciens, apprenons par la raison à l'orienter vers des choses ou des personnes qui nous mettent dans la joie. Apprenons à nous limiter, comme le dit Épicure. Apprenons à mettre de la conscience sur nos désirs. Et donc à désirer consciemment, intelligemment, de manière raisonnable, mais ne supprimons pas le désir. Parce que le désir, c'est le moteur, c'est la puissance, c'est l'énergie, c'est la force vitale. D'ailleurs, il y a souvent dans votre livre associé le désir avec la joie. Complètement. C'est Spinoza qui fait ce lien. Est-ce que ce ne serait pas, par exemple, une méthode pour, alors là je vais aller plus loin, pour faire travailler la loi d'attraction, la joie, l'enthousiasme, mais qui commence d'abord par un désir d'obtenir quelque chose. Ouais. Bon, je suis prudent avec la loi d'attraction, parce que je crois qu'effectivement, le fait évidemment, de se projeter positivement et d'imaginer des choses positives donne plus de chances qu'elles arrivent, mais ce n'est pas automatique. Sinon, tout le monde gagnerait au loto, tout le monde serait pleinement heureux parce qu'il arrive simplement à se projeter avec des pensées, on attirerait à soi que des bonnes choses. La vérité, c'est qu'en fait, oui, nos pensées créent de la réalité, mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas quelque chose de systématique. Et donc, je suis assez prudent avec ça. En même temps, je crois que vous avez raison, le désir, c'est ce qui fait que c'est l'élan qui nous porte vers le monde. C'est l'élan qui nous porte vers la vie, c'est l'élan qui nous porte vers le futur, c'est l'élan qui nous porte vers nos rêves. Et que si on n'a pas de désir, on n'a aucun rêve et il ne se passera rien. Quelqu'un qui ne désire plus rien, il est inerte. C'est un cadavre d'une certaine manière. Et donc le désir, il est essentiel de le cultiver. C'est ce qui nous rend pleinement C'est essentiel vivants. aussi de l'expérimenter. Et de l'expérimenter, bien sûr. Est-ce que c'est essentiel aussi Alors d'aller... après, je ne dirais pas qu'il faut expérimenter tous les désirs. Si vous avez le désir de tuer votre belle-mère, C'est sûr. je ne suis pas sûr qu'il faille l'expérimenter. On peut avoir certains désirs qui restent à l'état de fantasme et c'est plutôt bien. En même temps, évidemment que tant que nos désirs ne font pas de mal à autrui, c'est bien d'éprouver le désir et d'en voir les conséquences. Toucher du feu, Ben voilà, voir s'il brûle. voir s'il brûle. Exactement. Même Bouddha, d'ailleurs, j'ai lu qu'il prônait la voie du milieu, évidemment,
Et il a dit dans sa vie passée, alors je ne sais pas si c'est à l'époque de Siddhartha ou alors à l'époque de Bouddha, il dit qu'il avait expérimenté les extrêmes avant d'y renoncer complètement. Ou alors c'était peut-être dans Alors, une vie antérieure. non, non, Alors, pas du tout. C'est dans sa vie historique. voilà. En fait, il a connu les deux extrêmes. C'est-à-dire Donc, pendant 30 ans, il était dans une vie princière. Donc, il avait tout, tous ses désirs étaient satisfaits, je dirais. Notamment ses désirs matériels, charnels, etc. Donc, son striatum était pleinement content. Et puis, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y avait la maladie, la mort, etc. Il s'est dit, je ne peux pas vivre comme ça, dans une bulle. Et donc, il est passé dans l'autre extrême. C'est-à-dire que c'est devenu un ascète qui a réprimé les désirs et les besoins du corps, même les besoins, hein, parce qu'il mangeait très peu, il dormait très peu, etc. Puis il s'est rendu compte qu'il progressait pas spirituellement. En fait, il était en permanence en combat contre son corps. Et donc c'est pour ça qu'il apprenait la voie du juste milieu, qui est ni satisfaire tous nos désirs, ni contrarier tous nos désirs. Et donc d'être dans une juste voie, qui est celle que j'essayais d'exprimer avec Épicure ou Spinoza. C'est-à-dire une voie dans laquelle on cherche plutôt une modération, mais qui nous permet de savourer la qualité des bonnes choses de la vie. Et donc, c'est une juste orientation des désirs. Alors après, le bouddhisme a sur le désir un discours très original et souvent mal compris. Beaucoup de gens vous disent, le Bouddha nous dit qu'il faut tuer le désir. Pourquoi? Parce qu'il nous dit dans son discours sur les 4 nobles vérités que la cause de la souffrance, c'est le désir attachement, la soif, tanha en sanskrit. Et donc, c'est le désir attachement. Et donc, on comprend qu'il faut renoncer au désir attachement pour être heureux. Ce qui est vrai. Mais le désir attachement, ce n'est pas le désir. Le désir, c'est un mouvement qui nous porte. Après, l'attachement, c'est la conséquence. Et est-ce que je peux désirer, mais je peux très bien ne pas m'attacher au résultat. C'est-à-dire que je peux désirer une personne, rentrer en relation avec elle, et puis il se trouve que cette personne ne m'aime pas, qu'elle n'a pas envie de rentrer en relation avec moi. Eh bien, le détachement, c'est de l'accepter. Et à ce moment-là, je ne souffrirai pas. Je souffrirai si mon désir est insatisfait, parce que je m'attache au résultat de mon désir. Mais si je me détache du résultat de mes désirs, je ne souffrirai pas. Et c'est ça le bouddhisme. Ah ouais. C'est au fait ne pas être dans l'attachement, dans la soif. Ça veut dire désirer, et si je n'obtiens pas ce que je veux, c'est pas grave. il n'y a que le bouddhisme qui prône ce détachement. Disons que c'est vraiment central dans sa philosophie. Bien sûr qu'on va trouver chez les stoïciens, dans d'autres systèmes philosophiques, cette idée d'acceptation, de lâcher prise, etc. Mais c'est vraiment au cœur de la philosophie du bouddhisme. Et donc, il ne nous dit pas ne désirez plus. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que tous les grands sages bouddhistes, les lamas tibétains qui vont dans des grottes pendant 30 ans méditer et tout, ils ont un désir ardent. Ils ont le désir d'atteindre l'éveil. Ils sont mus par un désir très puissant. C'est paradoxal un petit peu. Et puis non, ils sont désirants. Ils désirent aider les autres. Ils désirent venir en aide à tous les êtres qui souffrent par la méditation. Mais s'ils n'y arrivent pas, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il faut être détaché du résultat. Ce qui n'empêche pas d'agir, de désirer, de se mobiliser. Et puis si on n'obtient pas ce qu'on veut, mais ça c'est une grande sagesse. Ça ne tue pas le désir comme les stoïciens. On continue de se lancer, d'être porté par cet élan vital, mais on accepte que si les choses, la réalité n'est pas conforme à nos désirs, à ce moment-là, de se détacher pour ne pas être dans la souffrance de la frustration. Est-ce que c'est pas encore plus compliqué maintenant à notre époque, surtout dans la société occidentale où on a beaucoup de sollicitations entre les publicités, voilà, on est très très sollicité quoi. Est-ce que c'est pas plus difficile de faire ce pas de côté, comme vous dites, et est-ce qu'il y a une méthode là pour Mais vous savez qu'il y a plein de jeunes qui le font. Moi, je suis frappé de voir autour de moi que je rencontre de plus en plus de jeunes de moins de 25 ans qui veulent plus être dans le système de la société de consommation. Ils veulent plus bosser comme des malades pour être sous-payés. Ils veulent plus bosser comme des malades pour être dans une grosse boîte qui leur promet d'avoir ensuite des revenus suffisamment élevés pour s'endetter, pour acheter une maison, machin. Ils veulent plus être là-dedans. Ils veulent avoir une qualité de vie. Ils préfèrent sortir de ce système-là, vivre très simplement. Ils sont dans des systèmes où ils partagent tout. D'ailleurs, on voit tous les colocations, covoiturage, etc. et tout. Les fringues, on les achète d'occasion. Enfin, il y a tout un système d'économie presque parallèle qui est en train de se mettre en place, dans lequel on n'est plus dans le système du consumérisme. Et ce sont les jeunes qui initient ça. Alors, c'est pas la majorité. Hein. Il y a une autre partie des jeunes qui sont à fond dedans. Il faut le dernier smartphone, la dernière marque de basket, etc. Mais il y en a d'autres qui disent ça suffit. On veut pas être là-dedans. Et vous avez des jeunes qui font des écoles de commerce, par exemple, qui disent nous, on veut pas bosser dans des grosses boîtes. Dans lequel on va nous mettre une pression financière permanente sur les résultats et tout. On veut une qualité de travail, on veut des objectifs qui soient aussi sains pour la planète.
On veut pas bosser dans des boîtes qui détruisent la planète, etc., ou qui font travailler des enfants dans les pays du tiers-monde. Donc il y a des valeurs très fortes qui sont en train d'émerger chez les jeunes générations et donc qui vont dans ce sens d'un désir limité, d'un désir mesuré, d'un désir raisonnable, qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi pour satisfaire nos pulsions. Et moi, je trouve ça encourageant. D'ailleurs, j'ai même été surpris aussi dans le livre. C'était une surprenante étude là, que vous mentionnez, une observation sociologique récente sur l'IFOP, qui a publié en février, je vais le lire, hein, en février 2022, une enquête menée auprès de 1000 jeunes français qui révèle que 43% des 15-24 ans n'avaient eu aucun rapport sexuel au cours des 12 derniers mois. Et 44% en avaient reçu avec un seul partenaire. C'est pas du tout l'idée qu'on se fait de la jeunesse actuelle avec tous les réseaux, avec tous les sites de rencontres, etc. J'étais très très surpris. Oui, moi aussi. C'est-à-dire quand j'ai travaillé sur la sexualité, je me suis rendu compte qu'il y avait actuellement des modifications de comportement dans la vie sexuelle chez les jeunes. Alors c'est pas tous, hein, c'est la moitié, voilà. Ouais, Mais c'est beaucoup, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai un peu approfondi ces enquêtes. En fait, c'est deux choses. C'est que ces jeunes-là, donc les 15-25 ans, ils ont découvert la sexualité à travers les films porno. Dès 13 ans, ils voient ça et ils se disent, bah, c'est ça la vie sexuelle. Et du coup, ça leur fait peur. Ça leur fait peur parce que les garçons se disent, moi, je vais pas assurer, je vais pas être capable de tenir pendant 1 heure comme ça et tout, donc je vais passer pour un con. Les filles se disent, moi, j'ai pas envie que de subir ça, d'être traité comme ça, et puis de faire des gestes qu'on m'impose, et puis je vais peut-être pas réussir à jouir comme ça pendant 25 minutes. Bon, du coup, elles ont peur. Ce qui fait que c'est le culte de la performance du porno et puis le côté évidemment très bestial qui l'accompagne, qui font peur à beaucoup de jeunes. Et du coup, ils se disent, ben, on préfère avoir une sexualité virtuelle. Donc, ils se débrouillent avec des films, avec des copains, ils s'échangent des vidéos, et donc c'est le virtuel remplace le réel parce que le réel fait peur. Donc c'est assez triste quelque part. Ça veut dire Il y a un danger quand même. il y a un vrai danger, évidemment. C'est la peur de la relation à l'autre, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de subir quelque chose qu'on n'a pas envie, etc. Et donc la sexualité, par le porno, leur fait peur. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'ils ont pris l'habitude du virtuel. C'est qu'ils sont tellement sur les réseaux sociaux qu'ils se voient. Il y a des jeunes, ils se voient jamais. Tout se passe par Ouais. connexion, etc. Et bah du coup, ils vivent leur sexualité comme ça aussi. Donc voilà, ils sont en live et puis chacun se caresse et on se rencontre plus. Donc il y a aussi cette habitude-là le virtuel est en train de remplacer le réel. Et puis la troisième chose, qui est la plus encourageante, je dirais, c'est qu'il y a plein de jeunes qui disent, mais moi j'ai été dans des sites de rencontres, des machins, ben, on se voyait à peine, on savait même pas le prénom de l'autre, qu'on commençait à coucher ensemble, ben, ça me satisfait pas. Après on se sent pas bien. On a besoin d'avoir des sentiments, on a besoin de connaître l'autre, on a besoin d'avoir plus de temps, etc. Et tout. Donc ils redécouvrent finalement des valeurs beaucoup plus traditionnelles, qui fait que bah, la sexualité elle s'épanouit aussi dans de l'affection. Elle s'épanouit dans de la complicité, elle s'épanouit pas simplement dans l'alchimie des corps. Et donc, ça, je pense que c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est qu'ils se rendent compte bah, que ces sites-là, c'est pas uniquement comme ça qu'on pourra, par des rencontres rapides, qu'on pourra s'épanouir dans sa vie sexuelle. Mais est-ce que vous êtes optimiste sur tout ce qui va se passer dans le futur avec la sexualité, on en a parlé, a priori, ça va plus dans le bon sens, mais en même temps, Il y a des peurs aussi, et hein, ça c'est fait dommage. peur, comme j'allais dire. Il y a il y a la un peur côté- de l'autre. Hein, Et à côté, ça va dans le bon sens parce qu'ils sont plutôt modérés, oui, oui. mais ça va aussi dans le mauvais sens puisque tout est virtualisé. Oui, ça Donc, c'est inquiétant. Oui. Comment est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un un jour qui va nous donner la bonne méthode Non, non, ou alors c'est peut-être les industriels qui vont. Faut pas attendre que quelqu'un qui est un sauveur ou une technique ou une méthode. Alors, que Je faire pense que c'est à chaque individu de faire un chemin de conscience et de réflexion personnelle. C'est pour ça que moi je crois que la philosophie, il faut la diffuser le plus possible. La réflexion doit être diffusée le plus possible. La philosophie, c'est vraiment réfléchir. C'est penser mieux pour vivre mieux. Et si on pense mieux, on a connaissance des choses, on les comprend mieux. C'est pour ça que j'écris un tas de livres qui visent à faire connaître un peu les grandes idées de la philosophie pour que les gens réfléchissent. Et que pour les jeunes, notamment, réfléchissent. J'ai créé une association qui s'appelle SEF, ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Et on fait philosopher les enfants dans les écoles. D'ailleurs, c'est présent en Corse aussi. Hein, donc, on va dans les écoles, il y a des animateurs ou des enseignants, des professeurs qui font des ateliers de philo pour que les enfants apprennent à penser par eux-mêmes. Qu'ils ne soient pas simplement à répéter tout ce qu'on leur dit, et notamment par la publicité, les médias, etc. Que les enfants apprennent à penser par eux-mêmes, à se faire un jugement. Comme disait Montaigne, il ne s'agit pas d'avoir simplement une tête bien pleine, il
Il faut avoir une tête bien faite. Donc il ne s'agit pas d'être un réceptacle qui apprend un tas de choses qu'il faut répéter. Il s'agit de penser par soi-même, de réfléchir, de juger par soi-même, d'avoir du discernement. Je pense que c'est la chose la plus importante qui soit. Et donc apprendre aux enfants et aux adolescents à bien penser par eux-mêmes, c'est le plus grand service qu'on peut leur rendre à eux et qu'on peut rendre à la société. Parce que ça fera des individus, des citoyens responsables. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une irresponsabilité d'un tas d'adultes qui n'ont pas réfléchi, qui n'ont pas eu d'éducation et qui donc agissent de manière complètement irresponsable, de manière compulsive, et puis qui sont des marionnettes dans ce système consumériste. La moindre réclame, ils vont courir acheter le dernier truc, ils se jettent dès qu'il y a des soldes partout. Enfin, on voit qu'il y a une pression du système où peu d'individus résistent à ça. Et Aristote nous disait, la plupart des individus, donc vous voyez le problème est ancien, hein, Aristote c'est à 2500 ans, la plupart des individus descendent le fleuve, c'est-à-dire qu'ils font comme tout le monde. Ils sont poussés par ce qu'on appelle l'épistémie, c'est-à-dire les pensées dominantes d'une époque. Aujourd'hui, c'est tout le système, consumérisme, tout le monde descend le fleuve. Et il dit les cadavres descendent encore plus vite, parce qu'ils n'ont aucune résistance par la pensée. Et il dit le philosophe, c'est celui qui remonte le fleuve à contre-courant. Eh bien, nous devons tous être des philosophes. Nous devons tous, par notre réflexion, opposer une résistance à toutes les injonctions sociétales que nous recevons. Et pourquoi nous recevons beaucoup d'injonctions sociétales? Et là, il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre qui est au cœur du désir, c'est ce qu'on appelle le désir mimétique. Et c'est un anthropologue français, René Girard, qui a très bien expliqué ça. Il nous dit en fait, la plupart du temps, nos désirs sont mimétiques. C'est-à-dire que nous désirons ce que les autres désirent. Un enfant va désirer ce que ses parents désirent. Pourquoi? Pour être reconnu par ses parents. Un ado, il va dire merde à ses parents, mais il va désirer ce que ses copains désirent, pour être intégré dans le groupe. Et puis il va désirer ce que les influenceurs sur Instagram désirent, parce qu'il s'identifie à des modèles. Un jeune adulte va désirer ce que son patron désire pour avoir les mêmes symboles de réussite. Et donc nous passons notre vie à désirer ce que les autres désirent. Et nous désirons collectivement ce que la société aujourd'hui de consommation nous dit de désirer. Et nous tous, nous désirons ce que la société, à travers la réclame, la publicité, ce que nous on voit dans les médias, nous dit de désirer finalement. Nous désirons ce que les autres désirent. Et ça, c'est valable dans toute société. Au Moyen-Âge, les gens désiraient aller à la messe pour être sauvés parce que c'est ça qui leur paraissait le désir suprême. C'était le désir dominant collectif. Aujourd'hui, c'est pas le salut de l'âme qui intéresse les gens, c'est les plaisirs du corps. Et donc, on va rechercher tout ce qui va nous apporter du plaisir à travers la publicité, etc. Et puis, la reconnaissance sociale à travers les symboles de reconnaissance sociale, comme je disais, une belle montre, une grosse voiture, etc. Et donc, il s'agit de se libérer de ces injonctions. Nous sommes manipulés. Et pour ça, la réflexion, l'esprit critique nous permettent de prendre du recul et de dire mais est-ce que j'ai besoin d'une montre à 50 000 € pour être heureux? Est-ce que c'est juste d'ailleurs de dépenser cet argent-là alors qu'il y a quand même beaucoup de besoins dans la planète? Est-ce que j'ai besoin d'une voiture qui consomme tant de trucs pour être heureux? Et donc c'est là qu'il faut mettre de la conscience sur nos désirs et qu'il faut résister. Alors comment faire passer ce message quand on parle de philosophes qui datent de l'Antiquité? Beaucoup de jeunes, j'en connais, ils me disent « Ouais, mais tu me parles d'Aristote et tout, 2500 ans, voilà, maintenant c'est plus pareil, la vie elle est très différente, on a les réseaux, tout ça. » Ils ont du mal des fois à avoir ce message, à le comprendre vraiment, ou alors ils vont se dire « Bah nous on est… » C'est un petit peu prétentieux de dire « Bah on a dépassé tout ça, il y a 2500 ans ils vivaient pas comme nous, ils n'avaient pas de voiture. » J'entends tout à fait. Mais en fait, rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est l'environnement extérieur, c'est les objets. Mais déjà, il y a 2500 ans, un signe de reconnaissance sociale, c'était d'avoir un menhir dans son jardin. Aujourd'hui, c'est une Rolex, mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire l'objet a changé, mais il y avait toujours un objet symbole de reconnaissance sociale. Et ce qui n'a pas changé, c'est que le striatum, c'est-à-dire notre cerveau humain n'a pas changé, c'est le même, et il nous pousse à avoir des symboles de reconnaissance sociale pour se sentir reconnu. Ça n'a pas changé. Et donc, tout ce que dit Aristote, Socrate, Platon, les stoïciens, Épicure sur l'être humain n'a pas changé d'un pouce. Parce que l'esprit de l'être humain, le cerveau de l'être humain n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est son environnement, c'est la technologie, finalement. Mais les problèmes sont les mêmes. Et donc, vous remplacez menhir par montre, vous remplacez chariot ou chevaux par auto, et c'est pareil. Avant, il fallait avoir 6 chevaux. Aujourd'hui, il faut avoir 6 chevaux, mais dans le moteur de la voiture, ou beaucoup plus. Et donc, au fond,
l'être humain n'a pas changé. C'est son environnement qui a changé. Et donc, quand on comprend que l'être humain n'a pas changé, on s'aperçoit, en l'observant sur soi, que ce que nous dit Aristote, le Bouddha ou Socrate, mais ça marche très bien. Et que tous, on est pris par un caractère insatiable des désirs qui nous rend malheureux. Je vais vous donner un exemple. Un des premiers ateliers de philo que j'ai fait en Corse, il y a 7 ans, quand j'ai créé cette association, je l'ai fait en Corse d'ailleurs. Je l'ai fait, c'était un petit village, Herbalong, où j'ai habité pendant quelques années avant de venir en Corse du Sud. Et j'avais des enfants de l'école publique d'Herbalong de 6-7 ans. Et je leur pose la question, c'était l'action de l'atelier philo, c'est quoi le bonheur? Et plusieurs enfants commencent par dire, ben le bonheur, c'est quand je veux une glace et puis que je l'ai, ou je veux faire un câlin à maman et puis que je l'ai. Puis ils commencent à élaborer un peu plus, c'est-à-dire le bonheur, c'est satisfaire nos désirs. C'est-à-dire au fond, vouloir quelque chose, puis on l'a, ben, on est heureux. Et puis un petit garçon qui dit, moi je suis pas d'accord avec vous. Alors je lui dis, pourquoi? C'est là que ça devient intéressant, hein, le débat philo. Et il dit, parce que, en fait, moi j'ai pris conscience que quand j'avais quelque chose, ben, j'étais insatisfait, puis je voulais toujours autre chose. Et donc, je me suis rendu compte à l'âge de 5 ans que si je voulais être heureux, il fallait que j'apprenne à me satisfaire de ce que j'ai. Comme assez Quel recul! extraordinaire. Alors je dis, tu t'appelles, je sais plus comment je lui ai dit, tu t'appelles, je sais plus Socrate ou Sénèque. Est-ce que tu t'appelles Sénèque? Il me dit non, Julien. Et je lui dis, alors Julien, c'est quoi le bonheur pour toi si c'est pas satisfaire ses désirs? Et ben il réfléchit, il prend un temps, puis il dit, bah le bonheur, c'est juste d'être, d'exister au monde. C'est magnifique. Ah ouais. Et après, je l'ai su par la maîtresse, il est rentré chez lui, et le soir, il a dit à sa maman, maman, quand je pense que j'ai attendu 7 ans et demi pour faire de la philosophie. Donc c'est formidable. Ça veut dire qu'un enfant de 7 ans, il comprend l'intérêt de la philosophie. Ça nous permet de réfléchir. Et lui-même, il était un petit philosophe d'ailleurs. Il a découvert qu'il était un petit philosophe. Parce que Sénèque nous dit la même chose. Il nous dit, si tu veux être heureux, apprends à se satisfaire de ce que tu as. Il y a cette phrase merveilleuse, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. Tout est dit. C'est exactement ce qu'a dit le petit. Exactement. C'est ça. Exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur cette notion de désir, pour être optimiste sur l'avenir? Le désir, faut le voir de manière positive. C'est-à-dire que l'aspect négatif, on en a beaucoup parlé, désir mimétique, on n'a pas parlé de la convoitise. La convoitise, c'est désirer ce que les autres possèdent. Ça nous rend malheureux parce qu'on se compare tout le temps. Il y aura toujours quelqu'un qui possédera plus que vous. Évidemment. Le désir mimétique, c'est désirer ce que les autres désirent. Vous serez jamais à l'écoute de vos propres désirs. Il y a l'envie. L'envie, c'est être malheureux de la réussite d'autrui. Parce que vous pensez que le bonheur d'autrui détruit le vôtre. Et donc, vous êtes jaloux. Bon, donc tout ça... On va passer par les 7 péchés voilà, capitaux. ça, c'est les 7 péchés capitaux qui nous rendent malheureux et qui nous rendent violents. Bon. Après, le côté positif. Le côté positif, et là, c'est Spinoza qui nous l'explique le mieux, le désir, c'est l'élan vital, c'est la puissance de vie. Et donc, il est capital, j'irais, de cultiver cet élan vital. Et comment le cultiver? Eh bien, on peut le cultiver en se reliant à la nature. La nature, elle est pleine d'élan vital. Regardez le jaillissement du printemps. Là, on est au printemps. Bah, moi, je vois tous les jours le matin autour de chez moi. Bah, c'est plein de fleurs partout. Ça sent bon. Il y a une puissance de vie extraordinaire. Eh bien, dès que je suis dans la nature, c'est pour ça que je passe 6 mois par an en Corse. C'est parce que dès que je suis dans la nature et dans un coin complètement sauvage, eh bien, je me sens revitalisé. Et du coup, ma puissance vitale augmente. Et je me sens beaucoup plus heureux. Je sens de la joie, je sens de l'énergie. Donc, le lien avec la nature augmente notre puissance vitale. La créativité. La créativité augmente notre puissance vitale. Lorsque on compose, lorsqu'on écrit, lorsqu'on chante, lorsqu'on danse, toute activité artistique, on le voit que les enfants, ils adorent dessiner, faire toute activité artistique augmente notre vitalité, augmente notre puissance vitale, augmente notre puissance désirante. Tout ça est connecté, si vous voulez. Vous avez plein d'expériences de l'ordre de l'être qui ne coûtent rien. Contempler un paysage, aimer, cultiver l'amitié, l'amour, etc. Ça augmente notre vitalité et donc placer nos désirs, orienter de plus en plus nos désirs dans l'être plutôt que dans l'avoir, c'est une conversion des désirs qui permet qu'on peut vivre avec beaucoup moins d'argent et être beaucoup plus heureux. Parce qu'il n'y a aucune frustration à désirer toujours plus de connaître, à désirer aimer toujours plus. Il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de limite. Et donc, connaître, aimer toujours plus, contempler toujours plus la beauté du monde, etc., nous rend toujours plus heureux. Et donc finalement, et ça coûte rien, enfin c'est offert à tout le monde. Et donc finalement, je crois qu'il s'agit pour chacun d'entre nous d'apprendre à réorienter nos désirs. Si on est frustré dans l'ordre de l'avoir, parce qu'on ne veut pas rentrer dans le consumérisme, ou parce qu'on n'a plus les moyens, ou parce qu'on manque d'argent, qu'on a des problèmes, eh bien à ce moment-là,
essayons de trouver du bonheur dans autre chose que dans les biens matériels. Et donc réorientons nos désirs dans l'ordre de l'être, parce que ça, c'est une source illimitée de joie. Est-ce que c'est pas essayer de changer la nature humaine? Non, parce que l'être humain peut faire ça, il a toujours pu faire ça. C'est pas changer la nature humaine, c'est ne plus répondre aux injonctions de notre temps qui nous font croire à tort que le bonheur est uniquement dans les biens matériels. Alors moi, je trouve que c'est une conclusion géniale. Est-ce C'est que... pas génial, c'est une vérité universelle Mais, qui nous est dit par des mais sages oui, mais depuis enfin, après 2500 ça, que ans, dire? d'Orient et d'Occident, et qu'on peut tous expérimenter. Ce qui ne veut pas dire que les biens matériels ne valent rien, que pas du Bien tout. sûr. Moi, je suis ravi d'avoir une petite maison en Corse dans un endroit magnifique et ça n'a pas de prix d'une certaine manière. Mais à un moment donné, il faut se dire stop, j'ai pas besoin d'en avoir 4 pour être heureux. Donc là, je pense que chacun peut voir où il en est dans sa vie. Est-ce qu'il a assez finalement en biens matériels? Est-ce qu'il ne peut pas orienter davantage ses désirs vers des choses dans lesquelles il peut mettre l'infinité de ses désirs sans être jamais frustré et aller de plus en plus dans la joie? Parce qu'encore une fois, il n'y aura pas de limite dans la joie de connaître, d'aimer, de contempler. Très compliqué quand même d'avoir ce recul sur soi-même, se dire là, voilà, je mets les limites à ce moment-là. C'est ce que nous dit Épicure. Il faut apprendre à mettre les limites, à dire stop. Et c'est ce que nous dit Julien, 7 ans et demi, philosophe corse d'Herbalunga. Eh bien, effectivement, j'ai compris à l'âge de 5 ans que si je voulais être heureux, il faut que j'apprenne à me satisfaire de ce que j'ai. Frédéric, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous d'avoir suivi ce live. En tout cas, vous savez que vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne Nous ne voulons pas d'y croire. Il y a un lien PayPal si vous voulez soutenir la chaîne. Je vous embrasse à tous. J'embrasse toute mon équipe aussi. Mathieu qui est là au montage. Cyril qui est à côté, qui fait la réalisation. Je vous embrasse à tous et à la prochaine.